du Logone occidental, objectif sensibiliser et informer les ménages sur les mesures préventives. Les échos dans un instant. Suite toujours à l'épidémie qui fait de plus en plus peur, les activités économiques tournent au ralenti en Guinée-Conakry. Nous ferons le point dans ce journal avec Moussa Moïse et Silla de l'AITV. Et puis, dans le cadre des activités marquant la semaine nationale de l'arbre, un match s'est joué hier au stade Idriss Mamato Ouya. La rencontre a opposé l'équipe du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement à celle du ministère de la Communication. Score final 2 buts à 1 en faveur du ministère de l'Environnement. Voilà pour le sommaire. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de suivre cette édition. Une réunion extraordinaire du comité d'action CRA a lieu ce vendredi dans les locaux de l'association Tchad de non-violence à Mondou. Objectif sensibiliser et informer la population de la dite région sur les mesures préventives relativement au virus Ebola. C'est le gouverneur Ngar Boudjoum Médor Jacob qui a présidé la rencontre. Compte rendu Souleymane Diabo, Valérie Ladier. La délégation sanitaire de la région du Logone occidental sensibilise la population de la ville de Mondou sur les précautions à prendre pour éviter l'épidémie de la fièvre Ebola. Une réunion qui a regroupé un bon nombre de la population de cette région. Au cours de cette rencontre, les délégués de la santé de la région du Logone occidental par intérim, Ta Asmal Gongbanda, a souligné que le gouvernement a pris des mesures préventives pour éviter la pénétration de cette maladie au Tchad. Dans son exposé, Dr Tasmal Gongbanda a mis un accent particulier sur l'historique et les modes de contamination de la fièvre Ebola. Le gouverneur de la région du Logone occidental, Ngarbedjoum Meder Jacob, a rassuré que le Tchad est épargné de cette épidémie. Néanmoins, des dispositions sont prises pour garantir la sécurité à l'ensemble des Tchadiens. Le gouverneur en appelle au respect strict des mesures prises par les ministères de la Santé publique, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale. Et cela afin de barrer la route à l'épidémie d'Ebola. Voilà, actualité oblige. Nous allons à présent nous rendre en Guinée-Conakry pour parler toujours de ce virus d'Ebola. La population est de plus en plus affectée et la psychose ne fait que gagner du terrain. Les activités économiques sont au ralenti, comme nous l'explique dans ce reportage signé Moussa Moïsila. Au grand marché de Madina, le poumon économique de la Guinée, les activités sont au ralenti. À la gare routière du Libéria, rien ne bouge. Les véhicules qui transportent habituellement des marchandises entre Conakry et Freetown, la capitale de la Sierra Leone, ou Monrovia, la capitale du Libéria, sont à l'arrêt. Conséquence de la fièvre hémorragique Ebola. Les échanges entre les trois pays sont interrompus puisque les frontières sont fermées. Ça ne marche pas. Tu viens le matin jusqu'à 17h, 18h, tu rentres. Même 100 francs ou bien 1000 francs ou bien 5000 francs. Tu ne gagnes pas personne à te donner. L'épidémie d'Ebola a un impact économique chaque jour plus important. L'industrie touristique a été la première touchée. Conséquence de la suspension des vols vers Conakry et des mises en garde contre cette destination. L'impact a été immédiat. Les deux grands hôtels qui sont à Conakry en ce moment ont vu leur activité chuter de près de 7% du taux de remplissage de ces hôtels. Donc c'est catastrophique pour le secteur. Les petits métiers qui se greffent habituellement sur l'industrie touristique sont touchés de plein fouet. Les artisans, par exemple, essayent de faire bonne figure, mais les clients se font de plus en plus rares. On ne voit personne qui rentre parce qu'il y a les vols qui sont diminués, il n'y a pas les passagers, il n'y a pas les clients qui viennent acheter. Même il y a des blancs qui viennent ici, ils envoient des gants, ils portent des gants, ils ne veulent pas qu'on les touche. Tout ça là, bon, c'est difficile de communiquer avec. Du coup, une certaine grogne prend forme en Guinée. Le gouvernement affirme que toutes les mesures ont été prises pour enrayer l'épidémie. Mais certains opposants l'accusent de mauvaise gestion de la crise sanitaire. La fièvre Ebola, justement, pour en parler, la rédaction reçoit en direct ce soir sur ce plateau le ministre de la Santé publique, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, Dr Ngariera Rimadita. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'actualité, c'est le virus Ebola. Monsieur le ministre, l'épidémie est aujourd'hui au centre de toutes les préoccupations des dirigeants africains et de la communauté internationale. Cette maladie aurait fait 1427 morts
sur 2615 cas recensés selon bien sûr l'Organisation mondiale de la santé. Aussi précise l'institution, 142 nouveaux cas est confirmé et 77 décès auraient été enregistrés dans les 4 pays d'Afrique concernés que sont la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone et le Nigeria. Alors, monsieur le ministre, d'abord, pour permettre aux citoyens lambda de connaître ce que c'est que le virus Ebola, quand est-ce que cette maladie a vu le jour pour la première fois et dans quel pays? Je vous remercie pour votre invitation. Je ne vais pas faire un cours de virologie, mais néanmoins, c'est un virus et dont la découverte, les premières épidémies ont eu lieu en 1976 au sud du Soudan et dans une ville qui s'appelle Yamboukou, dans l'ex-Zaïre, et dont la rivière qui baigne ce village s'appelle donc Ebola. C'est ainsi que le virus a été dénommé Ebola à ce moment-là. Donc c'est ainsi que ce virus est donc développé et il est lié à sa présence. La transmission s'est faite à l'homme à partir de la manipulation ou alors la cohabitation ou alors la consommation de certains animaux sauvages tels que les chimpanzés et tout cela dont les hommes ont été en contact avec les déjections. C'est ainsi que cela a permis le passage du virus de ces animaux-là à l'homme. Et comment se fait comment on appelle ça, comment se transmet ce virus d'homme à homme? Au niveau des hommes, il faut d'abord un contact direct. Un virus, par définition, ne peut pas vivre par lui-même. Par conséquent, il lui faut un vecteur, il lui faut un support. C'est ainsi que ce sont les contacts directs qui permettent le passage interhumain. Il y a également l'indirect qui se passe à travers les déjections, ou bien la sueur, les déjections humaines à travers le contact prolongé avec le sang d'une personne qui est contaminée à travers les contacts, à travers les habits, ou bien les embrassades tels que nous le faisons. Tous ces éléments-là, à partir de certains éléments, favorisent le passage du virus. Et en tant que médecin, selon vous, pourquoi ce virus réapparaît-il en Afrique? Non, il n'est pas réapparu. Il a toujours été sous contrôle, en fait. Ce n'est pas une réapparition, mais vous prenez un pays comme l'ex-Zaïre, la RDC, c'est une maîtrise totale. Il maîtrise totalement la chaîne. Et ce n'est pas une réapparition, mais nous pensons que, eu égard à la dégradation des situations sanitaires qui a favorisé l'émergence, la réémergence, je dirais, de cette pathologie, qui heureusement est scientifiquement connue. La question est qu'elle ne se traite pas. Mais cette réémergence, il va falloir la combattre par des mesures qui ont été annoncées ces jours-ci sur la télévision, et je vous en remercie, pour pouvoir dédramatiser la situation dans la mesure son mode de contamination, sa manière d'être, son mode d'évolution est connu. D'accord, justement, vous l'avez dit, la peur gagne de plus en plus les populations. Ici, dans notre pays, malgré la sortie du gouvernement, à travers votre ministère, pour assurer la population de psychose reste et demeure au sein des ménages, on fait boire aux enfants des verres, c'est des verres de sel, ce qui pourrait également causer d'autres maladies. Qu'est-ce que vous avez décidé à votre niveau, au ministère de la Santé publique, en vue de rassurer davantage les mamans surtout? Cela est vraiment dommage, parce que je pense qu'il y a quelques plaisantins qui ont joué avec la vie des gens. Cette donc, plaisanterie de mauvais goût a causé la perte de vies humaines. Des hypertendus sont décédés, des enfants sont décédés de malaise. Et exactement comme l'a dit son Excellence le chef de l'État, si c'était une question de sel, je pense que ce n'est pas ici au Tchad seulement que nous allons le découvrir. Je pense qu'il faut arrêter cela. Il faut arrêter d'entraîner d'autres problèmes de santé aux gens. La question ne se limite ni à la consommation de sel, ni à la douche d'eau salée, ni du fait de faire boire de l'eau salée aux enfants. Si vous aimez vos enfants, ce n'est pas ainsi que vous allez réussir à leur faire éviter éventuellement Ebola, mais par les mesures qui sont énoncées ces jours-ci, tant sur les antennes radio-télévisées que par les dépliants qui sont mis à disposition. Et je pense que ce n'est qu'ainsi que nous allons pouvoir réussir. D'accord. Monsieur le ministre, comme bon nombre de pays africains, le Tchad a fermé également ses frontières avec le Nigeria voisin à partir du lac Tchad. Vous venez d'ailleurs juste de faire une visite sur le terrain avec toutes les conséquences de cette décision qui pourrait avoir sur l'économie tchadienne, mais le choix du gouvernement est clair. L'annonce a d'ailleurs été faite par le Premier ministre, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, est-ce que vous pensez que le lac Tchad est la seule porte d'entrée? Parce que nous avons également des orpailleurs qui envahissent le Tchad. Écoutez, regardez notre pays. Lorsque le Cameroun a fermé ses frontières, la seule issue, et si on ne prenait pas cette décision, on laissait se développer des voies parallèles, la seule issue pour un passage éventuel au Tchad, le Tchad étant au centre de l'Afrique, même également le passage ailleurs pour aller dans d'autres parties d'Afrique serait le Tchad. Et si nous ne prenons pas ces précautions, nous allons être l'un des meilleurs vecteurs de cela. Donc c'est une question de sécurité publique, c'est une question de santé publique.
Et je pense que ceux qui en ont la charge ont très bien fait de le prendre. Et nous, derrière, avec la santé, nous allons l'appliquer stricto sensus. Et je pense qu'il faut que chacun le comprenne bien. Un seul vecteur rentre et nous allons avoir des problèmes. Regardez le Nigeria aujourd'hui. Tout le problème du Nigeria est venu d'une seule personne qui a réussi à rentrer au Nigeria et ils se sont retrouvés avec 270 personnes isolées, dont 70 étaient donc considérées comme étant dangereux. Nous avons à l'heure actuelle 5 personnes décédées, dont le médecin. Voilà un peu le schéma. Il ne faut pas que les gens croient que ce sont des mesures abusives. Ce ne sont pas des mesures abusives parce qu'une seule personne peut mettre en danger toute la nation. D'accord, mais le cas spécifique des orpailleurs, qu'en dites-vous? Mais les orpailleurs sont comme tous les autres. S'ils doivent traverser notre territoire, ils seront sous contrôle. Ils ne le traverseront pas. Je pense que les forces de sécurité ont reçu des instructions. Les orpailleurs, comme tout autre, la frontière est fermée. Ils n'entrent pas. Et si jamais ce virus arrivait au Tchad, personne ne le souhaite d'ailleurs, mais est-ce que votre département a déjà pris des mesures nécessaires en vue d'y faire face? Je vais parler des sites quelconques pour la mise en quarantaine des malades, comme on le dit. Oui, madame. Je pense que nous sommes arrivés à la partie médiatique de l'épidémie. C'est ce qui fait que les journaux, les médias s'y intéressent beaucoup. Mais cette épidémie a débuté en Afrique de l'Ouest depuis le début de l'année 2014, avec un pic au mois de mars. Et nous, dès que l'épidémie, à chaque fois que cela s'est mis en place, on a rehaussé notre plan de contingence. Donc, le ministère de la Santé, il travaille depuis le mois de février. Notre plan de contingence est prêt, il a été meublé avec nos partenaires, l'OMS, il a été meublé progressivement. Jusqu'au jour où nous avons atteint l'un des plus hauts degrés, le jour où un cas a été signalé au Nigeria et connaissant nos relations avec le Nigeria, nous avons immédiatement rehaussé le niveau de sécurité pour pouvoir le mettre au maximum. Et tous nos points d'entrée aujourd'hui sont sous contrôle et vous venez de faire passer un élément qui montre bien que l'information est en train d'être diffusée à tous les niveaux possibles. Ce n'est pas une question du personnel de santé, c'est une question véritablement, comme l'a dit son Excellence le Premier ministre, c'est une question qui doit nous intéresser tous pour pouvoir arrêter ou juguler éventuellement si cela arrive. D'accord, mais le vaccin utilisé sur les malades américains qui a permis à ces malades-là de retrouver la santé, est-ce qu'il est vraiment disponible en nombre, en quantité? Non, il n'est pas disponible en quantité. C'est un vaccin expérimental et d'ailleurs pour la première fois, l'OMS a dû, donc, vu la gravité de la situation, passer au-delà de toutes ces règles pour pouvoir permettre un essai sur des humains. Ça ne se fait pas d'habitude de telle manière. Cela marque donc la gravité de la situation. Mais ce vaccin, il est encore expérimental et j'entendais sur une radio un haut scientifique qui disait même ceux qui sont censés être guéris, nous ne pouvons affirmer à 100% que cela est le fait de ce vaccin-là. Néanmoins, aujourd'hui, l'avantage que nous avons, c'est qu'on sait quels sont les modes de contamination, comment évolue ce virus. Nous pouvons arrêter la chaîne par ces mesures que vous énoncez. D'accord. Monsieur le ministre, maintenant que le virus a quitté la forêt pour la ville, est-ce qu'il dit avoir une épidémie mondiale? Je ne pense pas. Je ne pense pas pour la simple raison que les niveaux sanitaires sont différents et je lance alors un appel envers mes compatriotes de manière à ce que nous revenions à des mesures sanitaires très très simples qui peuvent nous permettre d'éviter cette catastrophe si jamais une situation arrive, des mesures d'hygiène simples, celles que vous énoncez. Les mesures très très simples telles que éviter certaines les crachats par exemple, les contacts avec certains homologues, les défécations à des lieux non indiqués, tous ces éléments peuvent nous permettre donc d'éviter ce virus si jamais il entre dans notre pays. Et également un fait très important pour nous aujourd'hui, c'est que si vous aviez dans votre entourage, si vous connaissez quelqu'un qui a réussi à échapper au filet mis en place et qui est rentré au Tchad, il faut nous le signaler de manière à ce qu'il soit surveillé. Si vous connaissez quelqu'un qui vient d'Afrique de l'Ouest, qui a séjourné, il faut le signaler. C'est une question de sécurité pour vous-même, c'est une question de sécurité pour notre pays. D'accord. Je vois que le gouvernement a pris toutes les mesures en vue de faire face à cette maladie au cas où elle arrive dans notre pays. Et vous, en tant que ministre de la Santé publique, si jamais cette maladie arrivait, est-ce que vous allez prendre le risque d'envoyer des médecins et des infirmiers pour sauver les malades? Mais madame, c'est notre rôle. C'est ce qui explique que d'ailleurs, la plus grande partie des gens qui ont donc perdu leur vie et auxquels je rends honneur ici, sont le personnel de la santé. Puisque nous sommes ceux qui sommes en contact avec ces personnes-là pour faire le diagnostic. Et dans un premier temps, si l'information n'est pas exacte, eh bien nous n'échapperons pas. Je viens même d'apprendre tout juste avant de venir ici qu'il y a un médecin sénégalais qui est en Sierra Leone qui également a été
le contaminer du fait de ses contacts. Et un fonctionnaire de l'ONU aussi, nous l'avons appris ce soir, qui est arrivé en Sierra Leone et qui a été contaminé. Absolument. Voilà, donc pour finir, je pense que vous aurez un message, si jamais vous avez un message à l'endroit des ménages, ce serait lequel? Je demanderais au moment de ne pas provoquer d'autres pathologies à leur progéniture, de simplement les surveiller, imposer des mesures d'hygiène rigoureuses, celles qui sont aujourd'hui diffusées à travers les ondes, d'en prendre bien connaissance. Nous sommes en train de passer dans tous les lieux de rassemblement, les églises, les mosquées, tous les endroits, pour que chacun ait l'information. Et ce n'est pas le sel, ce n'est pas la consommation d'eau salée, ni la douche à l'eau de Javel qui vont vous permettre d'éviter cela. Si on respecte tous ces mesures d'hygiène simples qui sont édictées partout, nous pensons que nous allons échapper à cette épidémie, à cette pandémie qui risque d'avoir des conséquences inimaginables. Vous venez de le montrer sur la Guinée, où même l'économie est touchée. Si l'économie est touchée, l'agriculture sera touchée. Vous vous imaginez une ville qui n'est pas approvisionnée, où les gens ne mangent pas, où les boutiques ne viennent pas, enfin ne s'ouvrent pas, les avions ne viennent pas, tout s'arrête. Et donc cela est arrivé dans certaines régions de la Sierra Leone qui aujourd'hui sont mises en quarantaine, totalement fermées. Nous ne pensons pas le vouloir pour notre pays, donc chacun prend ses responsabilités et moi en premier. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir répondu à toutes nos questions. Mesdames et messieurs, c'était là l'invité de la rédaction, le ministre de la Santé publique, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, Ngarira Ri-Madita. Nous poursuivons cette édition. La presse congolaise dans les collimateurs du pouvoir, de nombreux journalistes ont marché pour exiger la libération de leur confrère Mak Mukeba, éditeur du journal Congo News. Marie Marache. Ils réclament la libération de leurs collègues. Vendredi, devant le bureau du procureur de la République, ces journalistes ont exigé la remise en liberté de Mike Mukebai, l'éditeur du journal Congo News. Détenu depuis la veille, il est accusé de diffamation par un sénateur. Dans une série d'articles, Mukebai a dénoncé des liens supposés entre l'archevêché de Kinshasa et le pouvoir en place. Il a fait son travail, c'est un journaliste compétent, il s'est renseigné avant d'écrire cet article-là, donc Mike doit être libéré. Difficile de croire à une coïncidence. Le jour de l'arrestation de Mukebai, une soixantaine de journaux ont été fermés par le ministre des Médias. Officiellement pour assainir la presse, car la plupart de ces journaux n'avaient pas d'autorisation de diffusion. Pour les journalistes, il s'agit d'une manœuvre politique. On comprend tout de suite que ça fait partie simplement d'une stratégie de musellement simplement de la presse au moment où les grands enjeux se profilent à l'horizon. Une autre question de curiosité, c'est de constater que tous ces journalistes à qui ces malheurs arrivent sont d'une seule tendance. La journaliste portée disparue travaille pour une télévision proche de l'opposition. Et pourquoi ça n'arrive pas aux journalistes qui travaillent dans les médias du pouvoir? La journaliste portée disparue, c'est elle, Titi Bolumbu, de Canal Kin Télévision. Mercredi soir, elle rentre chez elle lorsque des hommes en uniforme lui demandent une pièce d'identité. Elle leur présente sa carte de presse. Comme je n'avais pas de carte d'électeur, c'était encore plus suspect. Et que je n'avais que des cartes de presse, c'était encore plus suspect pour eux. Alors ils m'ont embarqué dans cette Jeep-là, Land Rover, de couleur vert olive. Et à l'intérieur, il y a un des militaires qui m'a touché par le cou et il m'a fait baisser la tête, que je ne voie plus rien. Retenue captive pendant 2 jours au siège de la garde républicaine selon elle. Relâchée vendredi matin, elle ignore toujours pourquoi elle a été arrêtée. Une information judiciaire va être ouverte pour tirer l'affaire au clair. Mike Mukebai, lui, est toujours captif et pourrait être transféré en prison. Une nouvelle manifestation de soutien est prévue lundi devant l'archevêché de Kinshasa. Voilà, retour une fois de plus dans notre pays fin hier des travaux de l'équipe urbaine de préparation et de réponse aux catastrophes dans la ville de N'Djamena. C'est le vice-président de la Croix-Rouge du Tchad, Kalla Ahmad Sanoussi, qui a clôturé les travaux de cet atelier. Reportage Adam Abdelkader Ahmad Tidjani. Humanité, impartialité, neutralité, indépendance. 30
50 volontaires venus des 10 arrondissements de la capitale ont été formés pendant 4 jours en technique de préparation et réponse aux catastrophes. Cette équipe a pour mission d'intervenir en cas de catastrophe, notamment les inondations et les épidémies, afin de réduire les risques dans la ville de N'Djamena. Durant la formation, les participants ont acquis des connaissances qui leur permettront d'intervenir avant, pendant et après les catastrophes. Satisfaits de leur formation, les volontaires ont tenu à remercier la Croix-Rouge du Tchad pour avoir initié ce projet et la Croix-Rouge hollandaise de l'avoir financé. Le représentant de la Croix-Rouge hollandaise a souligné que son institution continuera à soutenir la Croix-Rouge du Tchad afin de réduire les risques liés aux épidémies et les inondations en N'Djamena et dans les autres villes du pays. Le vice-président de la Croix-Rouge du Tchad, Khala Ahmad Sanoussi, a indiqué que la prévention de la gestion des catastrophes est une question qui nécessite une approche participative. La Croix-Rouge du Tchad doit se préparer pour renforcer ses capacités afin de s'adapter à l'augmentation considérable des cas de catastrophes constatées ces dernières années. Khala Ahmad Sanoussi a rassuré les participants que la Croix-Rouge du Tchad mettra tout à leur disposition. Il exhorte à cet effet les participants à mettre en pratique les connaissances acquises pendant la formation. Les participants de la dite formation ont recommandé à la Croix-Rouge du Tchad de leur fournir des équipements de travail et à la Croix-Rouge hollandaise d'appuyer d'autres initiatives de formation. Le Parti du Peuple pour le Changement Démocratique PPCD, nous sommes en politique, a organisé hier soir un débat sur le rôle de la jeunesse dans la vie politique du Tchad. Souleymane Diabo. Au cours de cette conférence-débat, plusieurs sujets ont été abordés par les conférenciers. Il s'agit entre autres de l'unité nationale, du chômage de jeunes en milieu urbain et rural, la lutte contre l'analphabétisme et la promotion du bilinguisme. Le président national du PPCD, Abdourahmane Abba, exhorte les jeunes tchadiens à la cohésion sociale afin de promouvoir la démocratie et le développement. Notre pays, le Tchad, a vraiment soif d'une jeunesse mature, d'une jeunesse responsable et capable de transcender les clivages de tous bords. Cette jeunesse, mesdames et messieurs, c'est vous, les jeunes du Parti du Peuple pour le Changement Démocratique, PPCD. Nous voulons une jeunesse qui ose libérer son génie créateur d'idées novatrices tournées vers la paix, la stabilité et le développement. Une jeunesse enfin suffisamment imprégnée des réalités de notre pays, une jeunesse capable de faire face aux grands défis de l'heure. Répondant aux différentes questions sur l'apport du PPCD dans la lutte contre la pauvreté, les conférenciers relèvent que le Parti du Peuple pour le Changement entend élaborer un plan d'action de lutte contre le chômage en milieu jeune. Voilà, nous parlons à présent sport. Dans le cadre des activités marquant la Semaine nationale de l'arbre, un match s'est joué hier au stade Idrissa Mambato Ouya. La rencontre a opposé l'équipe du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement à celle du ministère de la Communication. Score final 2 buts à 1 en faveur du ministère de l'Environnement. Regardez. À l'entame du match, l'équipe du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement en maillot vert a montré sa suprématie sur l'équipe du ministère de la Communication en bleu. Les Verts ont mené un jeu très offensif. À la 15e minute, après avoir exploité les défaillances de l'équipe adverse, les Verts ont bénéficié d'un premier but marqué par le numéro 7. À peine revenu sur l'aire du jeu, un deuxième but surprend l'équipe de la Communication. C'est encore le numéro 7 qui réalise ainsi un doublé à la 16e minute. À la 30e minute, l'équipe du ministère de la Communication a bénéficié d'un penalty. Le score reste inchangé jusqu'à la pause. 2 à 1 bien sûr. À la reprise, les Bleus ont changé leur stratégie de jeu. Ils ont renforcé la défense et le milieu du terrain. Cette stratégie leur a permis de dominer l'équipe adverse pendant plusieurs minutes. Cette pression de l'équipe des communicateurs leur a valu un penalty à la 57e minute. Maladroit, le numéro 19 des Bleus n'a pu transformer ce penalty. Le match s'achève sur un score de 2 buts à 1 en faveur de l'équipe du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. Ce n'était pas important qui gagne, qui perd. L'essentiel est de se retrouver et de montrer aux gens que les hommes des médias, tout comme ceux qui sont en charge de l'environnement, se retrouver à tout moment parce que nous, on plante, c'est eux qui font la sensibilisation de la population. Nous, on était très contents de cette deuxième invitation du ministère de l'Environnement à l'occasion surtout de la Semaine de l'Arbre et toutes les festivités qui vont avec.
Ça permet aussi de sensibiliser le public, comme eux ils l'ont dit, hein, eux ils veillent sur la nature, mais pour pouvoir expliquer à la population que nous devons protéger notre nature, c'est aussi notre métier, notre travail à nous. L'équipe vaincue a reçu un prix d'encouragement et les vainqueurs un trophée. Voilà, le reportage est signé Yaya Mamato Mundé et Pachene Diodoné. Football toujours avec cette finale qui a opposé l'équipe Baobab à Aigle Noir. C'était hier au stade Abakar Kale de Karal, c'est dans la région de Aderlamis. Rencontre soldée par la victoire de l'Aigle Noir à l'issue des séances de tir au but. Reportage. Le coup d'envoi de cette finale de Karal a été donné par le préfet de Dagana. Cette finale de la Coupe de Karal a opposé Aigle Noir en maillot vert à Baobab en maillot rouge. À la fin de la première partie, les deux formations ont quitté l'aire du jeu sur un score vierge. La deuxième partie du match a révélé plus d'engagement des deux équipes adverses. Aigle Noir met la pression sur la défense adverse. Mais la défense de Baobab tient bon jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. L'arbitre soumet alors les deux formations à l'épreuve de tir au but. Cette épreuve s'est soldée par la victoire de Aigle Noir sur un score de 5 buts contre 4. Le secrétaire général régional du MPS s'est réjoui du climat qui a prévalu tout au long de ce tournoi. Il demeure convaincu que la jeunesse de Karal recèle de talents footballistiques. Je vous dis à toutes les deux équipes, félicitations. Vous avez bien fait, mais il vous reste encore à faire. Hadjarlamis a été 2 fois demi-finaliste. N'Djamena contre Bongor et Abéché contre Abéché. Je suis très fier et je sais que les Hadjarlamis regardent des potentialités. Cette année, notre équipe n'a pas pu participer au championnat. Mais Inch'Allah, l'année prochaine, peut-être vous serez sélectionné parmi les meilleures équipes. Et vous parlez de Dagana, Haraz Al-Biar et Dababa. Le président de la sous-ligue régionale de Hadjarlamis a déploré le manque d'infrastructures sportives dans la sous-préfecture de Karal. Nous avons été invités trop tard et c'est pour ça qu'on a pris ces initiatives avec mes camarades pour venir encourager ces jeunes dans la sous-préfecture de Karal. Nous avons le problème des arbitres et la formation, tout ça, des entraîneurs. Et dans la région, nous n'avons même pas un stade digne de ce nom. Rappelons que l'équipe vaincue Baobab a reçu une enveloppe de 75 000 francs CFA et l'équipe vainqueur Aigle Noir a reçu une enveloppe de 150 000 francs CFA. La sous-ligue régionale de Hadjarlamis a également remis du matériel sportif à la sous-ligue de Karal. Yaya Mundé et Mahamat Amat. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Vous pourrez le suivre en rediffusion, bien sûr, sur www.onertv.org. Bonsoir, à demain, Inch'Allah. Bonsoir.